Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. On est le 12 août aujourd'hui. Oui. C'est la journée J'achète un livre québécois. T'es une grande lectrice, toi, Karima. C'est sûr. Oui, quand même. Puis je te dirais, il y a des périodes. C'est sûr que là, cet été, avec le mandat politique et tout ça, la radio, je vais lire quand même un petit peu moins parce que je lis beaucoup, mais beaucoup en lien avec nos sujets d'actualité. Mais sinon, pendant l'année, là, j'essaie quand même toujours de me garder ces périodes-là. Je te dirais qu'à Paris, ça fait partie de mon plaisir là, aussi. Là, je vais m'installer des fois entre la préparation, je m'en vais dans un café et là, ça va être mon heure où je m'amène un livre papier. Vraiment un vrai livre, là, un livre physique où tu t'installes puis ça force à ta concentration. Puis là, tu es comme dans une espèce de moment où ça fait du bien. Parce que tu te rends compte, notre concentration, d'être toujours sur des écrans aussi, ça a un impact. Mais là, de retrouver cette concentration profonde, puis ce temps un peu plus long et lent, d'être dans la lecture, puis de découvrir. Puis je trouve pour l'esprit, ça met en ordre tes idées, ça te permet même, j'allais dire, sur ton vocabulaire, de l'améliorer. Il y a quelque chose qu'on a perdu, mais on peut se réapproprier ça. Puis c'est un plaisir aussi. On a eu la chance de recevoir cette semaine, on a parlé du livre Traumatisme. C'était pas la semaine dernière? C'était-tu la semaine dernière? Ben oui, on est mercredi. C'était la semaine dernière, David Goudreau. Oui, c'est ça. Ben oui. Oui, la semaine dernière. OK, mon Dieu, oui, j'ai l'impression que c'était en début de semaine. Mardi dernier qui était venu, mais oui, puis qui est un excellent livre. Oui, on l'a lu. Moi, c'est le dernier livre québécois que j'ai lu. Parce que le 12 août, il faut acheter un livre québécois. C'est le dernier que j'ai lu. Ben oui, on l'a lu il y a quelques jours, donc effectivement, forcément. Mais sinon, des fois, c'est bien aussi peut-être de parler de livres qui ne sont pas nécessairement de cette année, mais qui sont intéressants aussi, qui sont passionnants. Moi, j'aime beaucoup l'auteur et le documentariste cinéaste Karl Leblanc. Le printemps en novembre, je le suggère absolument. Donc, histoire, on se promène entre deux époques. On revient sur cette victoire du Parti québécois en 1976 et 30 ans plus tard, 30 ans plus tard dans l'histoire, là, en 2006, c'est les désillusions par rapport à ça, mais aussi l'amour par rapport à ça, une histoire d'amour là-dedans. En tout cas, bref, Le printemps en novembre de Karl Leblanc, livre absolument magnifique. À l'aube, justement, de cette campagne électorale, ça peut... moi, j'aime cette espèce de mélange un peu nostalgie, l'amour, mais en même temps quelque chose de très politique. Et sais-tu quoi, cette initiative? Il y a un article ce matin dans la presse « Touche pas à mon 12 août ». C'est Michel Jean, l'auteur, qui a un énorme succès avec ses livres. Mais tu sais, il mentionne... Tu sais quelle est l'origine de cette affaire-là, de cette journée du 12 août? Non. Aucune idée. Oui, j'allais dire 12 août. L'initiative, là, c'est en 2014, deux auteurs jeunesse, Amélie Dubé, Patrice Cazot, il dit créer un événement sur Facebook. Parce qu'il dit le marché du livre, à ce moment-là, c'était difficile. Puis pendant l'été, un peu mort, tu sais, il se passe pas grand-chose. Puis là, il dit, ben pourquoi on pourrait pas créer cette affaire-là? Puis la réponse est comme immédiate, OK? Et les ventes de livres grimpent dès la première édition de 23 % par rapport à une journée qui est comme normale, là, nous dit Michel Jean. Et ensuite, ça a été fou, là. L'année d'après, les ventes de fiction, un bond de 223 % Et c'est quand même, et c'est ce que je disais aussi quand je te donnais là, ma suggestion de livres, 80 % des livres achetés sont des ouvrages, dit-il, là, qui ont déjà été publiés, pas nécessairement des nouveautés. Parce que, on a parlé de David Goudreau. Oui, ça, c'est un auteur à succès. Michel Jean, il va en vendre aussi beaucoup de livres, mais des fois, tu as des auteurs qui sont moins connus aussi. Et là, c'est l'occasion de découvrir ça puis d'encourager le livre parce que sinon, tout se meurt. Tout se meurt. 1-8-7 Cube Radio, qu'est-ce que vous lisez, vous, ces temps-ci? Pas forcément ce que vous allez acheter aujourd'hui dans le cadre de la journée, même si on vous encourage à le faire. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez de québécois, notamment? On est curieux. Étienne-Alexandre Beauregard est avec nous. Bonjour, Étienne-Alexandre. Qui en a fait un bon, lui aussi. Ben, une coupe de bons livres. Récemment, qui est sorti en France aussi. C'est lequel qu'il faut acheter, Étienne, s'il faut acheter un de tes livres? Ah, ben c'est ça, celui qui est le plus facile à trouver, en tout cas en librairie, c'est Anti-civilisation, là, que j'ai ici, qui est sorti l'an dernier. Puis celui-là, donc, qui porte un peu sur le sous-titre « Pourquoi nos sociétés s'effondrent dans l'intérieur », sur comment
le bien commun, toutes les questions qui nous lient, tout ce cadre, en fait, moral, national, culturel qu'on a besoin pour fonder nos sociétés, est un peu en train de se déliter quand on valorise trop l'individualisme au détriment, justement, de ce qui nous permet de vivre ensemble. Mm. Fait que c'est sûr, ça serait ma recommandation, si vous voulez m'encourager puis ajouter mes livres. Ouais. Puis c'est fou. Non, mais j'allais dire, c'est fou parce que ce livre-là aussi, tu as eu un très beau succès en France avec ça. Tu as eu une sortie là-bas. Ça a été quand même vraiment, comme je te disais, un beau succès. Mais j'ai juste envie de quand même te poser cette question-là. Tu sais, tu es un intellectuel, veux pas, tu vis dans les livres, tu sais, je veux dire, les gens, ils lisent, puis ils veulent s'intéresser à ça, mais tu sais, on n'est pas toutes nécessairement comme toi, parce qu'on va lire toute la journée, puis on fait ça. Comment tu trouves le temps ou comment tu t'organises malgré ton emploi du temps chargé, ton travail? As-tu comme un rituel de lecture? Comment ça marche chez toi, là? Ouais, ça, c'est une bonne question la réponse, je la résumerai à Dérangez-moi pas le samedi matin. Sans blague, c'est sûr, moi, j'essaye de lire au moins un livre par semaine entre, mettons, 8 heures puis 2 heures de l'après-midi le samedi matin. Faut juste pas me déranger parce que c'est le temps que je réussis à trouver la plupart du temps. Mais là, bon, je suis en processus de déménagement et tout, fait que je l'ai pas lu dans la dernière semaine. Puis j'y pensais justement en préparant la chronique, je me disais, pour vrai, ça me manque. Parce que j'ai l'impression que ça permet de décompresser, ça permet de réfléchir, ça permet de sortir du temps un petit peu aussi, hein, parce que justement, on vit toujours dans l'immédiateté, dans les médias sociaux, les nouvelles en continu, etc. Mais un livre, souvent, bon, là, moi, je lis beaucoup d'essais, je lis beaucoup d'histoires, mais quand même, c'est le temps long. C'est un 200, 300, 400 pages qu'on prend le temps de lire, de s'attarder à une histoire, à une argumentation, etc., qu'on peut probablement pas résumer dans un texte de 300, 500, même 800 mots. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important là-dedans. Il y a quelque chose aussi de nourrissant pour nous sur le plan personnel, là, absolument. Mais tu sais, il y a plusieurs avantages à la lecture, puis ça meuble la tête, ça l'organise. Tu vois, si ça fait une semaine que tu n'as pas lu, je suis sûr, Étienne Alexandre, que tu fais même un petit peu, peut-être pas un mot que tu aimes bien, mais tu fais peut-être un petit peu d'anxiété. Là. Tu te dis, ça fait longtemps que je ne me suis pas installé avec quelque chose. Puis là, des fois, on a peur de perdre même des capacités à raisonner, mais il y a un autre avantage à la lecture, je veux t'entendre là-dessus, ça pratique. Dans un monde très polarisé, dans un monde où l'intolérance gagne du terrain, ça pratique justement la tolérance. Parce que quand tu t'assois devant l'œuvre de quelqu'un puis que tu t'installes, c'est comme si tu lui donnais la chance de te convaincre, que ce soit un roman, que ce soit un essai, que ce soit n'importe quelle sorte de livre. Tu tends la main à l'autre et c'est l'autre qui t'emmène quelque part. Ben oui, je pense que c'est un excellent point. Puis notamment quand on écrit du politique comme moi je le fais, j'essaye vraiment de lire les points de vue opposés. Puis justement, si je parle un peu de mes premiers livres, Le schisme identitaire, Le retour des Bleus, qui sont beaucoup sur la politique au Québec, le clivage entre les nationalistes, les multiculturalistes, les fédéralistes, les souverainistes. Je cite beaucoup de Pierre-Éliott Trudeau, de Claude Ryan, de Pierre Petitgrou, de Stéphane Dion, qui, vous devinez, ne sont pas ma famille intellectuelle de base. Mais personnellement, puis je l'ai souvent dit en entrevue, puis je vais le redire, franchement, il faut lire la Société canadienne-française, le fédéralisme et la Société canadienne-française de Pierre-Éliott Trudeau, parce que c'est vraiment un livre, d'abord un livre de pensée politique au sens fort. Il explique avec beaucoup de charisme, de manière assez convaincante, puis de manière très, très tranchée, pourquoi lui pense que le fédéralisme, c'est la bonne option pour le Québec, pourquoi il est contre l'idée de nationalisme parce qu'il trouve que c'est nocif pour une société, pour des individus. Et bon, on peut tout à fait être en désaccord avec ça, mais on peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas réfléchi. Puis moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait cheminer, puis ça m'a fait comprendre aussi pourquoi je suis en désaccord avec beaucoup de ses points. Mais encore une fois, tu peux pas sortir de ça et dire Pierre-Éliott Trudeau est un idiot. C'est impossible. Non, mais il y a une œuvre, là, puis tous les textes qu'il a écrits dans Cité libre, dont le fameux La nouvelle trahison des clercs. Tu vois, c'est quelqu'un qui était capable d'écrire, qui était capable de faire avancer des idées. C'est quelqu'un qui échangeait avec Hubert Aquin à l'époque, là, quand même. Donc, et Pierre Vadeboncoeur également. Mais est-ce que la lecture, parce que là, j'entendais Christine Saint-Pierre ce matin dire on s'inquiète parce que les commissions scolaires, les centres de services scolaires désormais ont une enveloppe et là-dedans, il y a les livres, il y a les ballons, il y a tout le matériel d'éducation physique. C'est comme si la lecture, c'était un loisir, une activité parmi d'autres, alors que c'est à la base d'une société qui est capable de former des citoyens, là. Oui, absolument, je suis d'accord. Après, la question précise des budgets dans les commissions scolaires, c'est une question. La question de ce que nous, personnellement,
on va lire. Parce que moi, bon, j'ai toujours été beaucoup plus passionné par mes propres lectures que par celles que l'école m'imposait. Fait que si tu demandes qu'est-ce qui donne envie de lire, ça Ben, on lisait dépend. quand même du Victor Mais Hugo à l'école. On vivait, je suis peut-être allé dans une bonne école, là, mais je veux dire, il me semble qu'on lisait quand même des fois Alexandre Dumas, non? oui, absolument. Puis ça, c'est un rôle qui est super important de l'école. Puis, tu sais, moi, bon, c'est une des questions dont j'ai beaucoup parlé. Moi, je pense que de faire lire des classiques, de faire lire de la littérature avec un grand L, c'est positif. Parce que si l'école peut servir à quelque chose en matière de lecture, c'est justement de nous faire lire des choses qu'on lirait pas d'ordinaire. Parce que, effectivement, est-ce qu'on a besoin des écoles pour faire lire des romans de young adult ou de romances, etc., qui sont déjà populaires, puis déjà au palmarès des ventes? Je sais pas. Au contraire, si on juge qu'il y a certains savoirs qui ont fait leur place dans le temps, qui valent la peine parce que c'est devenu des références, parce que ça a marqué la culture occidentale, la culture française, la culture québécoise, ben à ce moment-là, oui, absolument que l'école a un rôle pour faire ça. Puis c'est juste une des différentes raisons pour lesquelles on devrait célébrer la lecture, parce que oui, ça nous permet de sortir de nous-mêmes, ça nous permet de s'inscrire dans une civilisation plus large, dans une culture plus large. Puis dans le cas du Québec, bien évidemment, dans une nation qui est unique en Amérique du Nord. Complètement. Puis évidemment aussi, tout sur ses capacités de concentration, les compétences cognitives complexes. Parlons de la légalisation du cannabis. Tu voulais parler de ça aujourd'hui. Vous avez fait, en fait, j'allais dire, parlons de ça d'abord. Qu'est-ce qui t'a interpellé sur notre légalisation au Québec? Ça veut dire qu'il y a le président, je pense, de l'Association du chanvre et du cannabis qui a écrit une lettre aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Pierre Leclerc, pour, oui. Voilà, pour critiquer le fait qu'au Québec, c'est une interdiction qui est en vigueur jusqu'à 21 ans plutôt qu'à 18 ans Ouais. ailleurs au Canada. Puis en disant que, bon, si on relaxait les critères d'accès au cannabis à la SQDC, ça permettrait de combattre le marché illégal. Un peu le discours qu'on entend habituellement de la part des défenseurs de la réduction des méfaits, que je mets entre guillemets ici. Et ça, c'est un peu tout le discours qu'on a eu en faveur de la légalisation, parce qu'on dit, ah bon, ça changera rien, les gens vont le faire de toute façon, fait qu'aussi bien le contrôler et en sous-texte, aussi bien que le gouvernement fasse de l'argent là-dessus. Mais le point que je voulais amener, parce que quand je disais ça, je me disais, ouais, ben là, on entend juste un peu la moitié de l'histoire. Parce que quand on regarde les comportements, puis ça même Statistique Canada l'a observé depuis que c'est légal, ben, il y a plus de gens qui en consomment. Même chose quand il y avait une prohibition sur l'alcool au début du 20e siècle. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais objectivement, il y avait moins de gens qui en consommaient. Fait que, mon point étant de dire que la réduction des méfaits, c'est une chose, mais qu'il faut pas abuser non plus dans la mesure où si on pense encore que quelque chose est nocif, ben c'est pas en élargissant l'accès que on va le contrôler, là. C'est en réduisant l'accès qu'on réduit la consommation de quelque chose. C'est tout à fait fondé dans le sens commun et souvent c'est validé par les chiffres aussi. Et surtout, en fait, la situation dans laquelle on est au Québec maintenant depuis la légalisation, en fait dans tous les États qui légalisent, c'est que le gouvernement fait du profit là-dessus. Fait qu'à partir du moment où il y a un revenu à tirer de là et que le gouvernement dit en même temps qu'il veut contrôler ça pour des motifs de santé publique, restreindre l'accès, etc., qu'il n'y ait pas de débordement, bien, il y a un peu une tension dans la mission, hein, exactement comme avec la SAQ par ailleurs, quand il nous expliquait dernièrement, le président de la SAQ, que face aux baisses des ventes d'alcool, on allait trouver des nouveaux moyens d'aller chercher les jeunes parce que quand même, il ne faudrait pas réduire la dividende. Fait qu'il y a comme une espèce de position qui est pas nette dans laquelle on est en ce moment quand on adopte ce modèle-là. Oui, puis tu sais, il y a aussi la question de l'État, c'est pas juste, en tout cas à mon avis, un administrateur. Parce que si c'est juste un administrateur, ben peut-être que effectivement, il n'a qu'à prendre toutes les drogues qui sont disponibles sur le marché noir et à administrer la vente. Comme ça simplifie au niveau des standards, de la sécurité, les enjeux de sécurité. L'État, c'est aussi le porteur d'une certaine vision du monde. Je veux dire, on élit des députés qui nous représentent ou pas, mais souvent ils nous représentent puisqu'on les choisit. Alors quand l'État a décidé de légaliser le cannabis, ben, c'est un signal qu'il a envoyé au monde entier. C'est au Canada, c'est comme ça qu'on perçoit cette drogue-là, aussi douce qu'elle soit. Il y a plein de gens qui étaient mal à l'aise à l'époque, là. Absolument, absolument. Puis c'est un excellent point que tu soulignes là. Puis pour moi, c'est l'essentiel. Là, vous me permettrez ma déformation de philosophe, mais c'est Aristote qui dit que la loi contribue aussi à forger l'individu puis les comportements individuels. Puis c'est quelque chose qu'on voit là. À partir du moment où quelque chose devient légal, ben de fait, ça devient souvent banal. Puis est-ce qu'on fait cette différence-là aujourd'hui entre ce qui est juste et ce qui est légal? Je pense qu'on la fait de moins en moins. Fait
quand on commence justement à défendre la légalisation de certains vices ou de choses qui sont traditionnellement réprouvées, ben, il faut quand même être conscient que de fait, on encourage cette pratique-là. Et ben, c'est toujours à peu près ce qui finit par arriver, là. Merci beaucoup, Étienne Alexandre. Avant qu'on te laisse, on avait lancé la question aux auditeurs. Qu'est-ce que vous lisez? Là? C'est intéressant. Peut-être que tu pourrais prendre des notes. Là. On a le livre de Marc Laverdière, Le murmure des bombes, tome 2. On nous parle également du livre de Jacques Houle sur les Canadiens français, Les deux Orients de Mathieu Bock-Côté. Il a écrit ça, Les deux Orients, ça doit être les deux Occidents, je pense. Oui, c'est deux Occidents, je te confirme. Merci, Étienne Alexandre. Bye-bye. Merci à vous deux. Salut.